Bonsoir et merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Très heureuse de vous savoir très nombreux en train d'attendre notre rendez-vous de tous les vendredis à partir de 20h. C'est déjà votre émission qui commence. Vous êtes très nombreux à nous suivre dans tout le monde, c'est-à-dire d'abord ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais aussi sur le net, sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle. J'espère que vous êtes en forme puisque nous on l'est. Le regard de ce soir, mesdames, messieurs, sera porté sur le vice-ministre des Congolais à l'étranger. Il s'agit bien de monsieur Antoine Boyamba. Il est membre, tout naturellement, de la majorité présidentielle. Monsieur le vice-ministre, bienvenue et bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va. Vous revenez d'un voyage, il faudrait le dire. Vous avez fait un bon bout de temps là-bas. C'était pourquoi? Est-ce qu'on peut le savoir? Je suis en charge des Congolais de l'étranger. Donc, dès que je me déplace, je suis à l'extérieur du pays. Pour des raisons XY, donc je m'occupe de nos compatriotes disséminés à travers le monde. Donc là, j'étais précisément aux États-Unis d'Amérique et en France. D'abord, on va commencer par la France, où la tâche n'est pas facile. Je viens de le dire, vous êtes membre de la majorité présidentielle. Les ministres, membres du gouvernement, sont vraiment pas acceptés à l'extérieur du pays, vous le savez, à cause de ce mouvement combattant. Comment est-ce que vous arrivez quand même à gérer le problème, Antoine Boyamba? Moi, j'ai longtemps vécu à l'étranger, j'ai vécu en France. La plupart des gens dont vous parlez, ce sont des compatriotes. Il y a des gens qui ont mon âge, d'autres un peu plus âgés que moi. Ils ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux. Il y a aussi des jeunes, ce sont nos enfants aussi, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos neveux, nos nièces, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, il y a une certaine, une certaine complicité, ne fût-ce qu'au niveau des origines, c'est-à-dire nous sommes tous des Congolais. Nous avons notre ADN lié à ce pays, donc nous avons toujours l'occasion de discuter. Et moi-même, en tant qu'ancien de Paris, donc je vous dis sincèrement, sans me vanter, quand j'arrive à Paris, à part l'accueil officiel, le reste du temps, quand je suis à Paris, je prends le métro, je prends le bus. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le témoigner. Si j'ai envie d'aller faire mes courses, je le fais normalement comme tout citoyen. Je rencontre des compatriotes de différents horizons, donc avec qui j'ai des échanges fréquents. Et même ceux que vous appelez combattants, moi je n'utiliserai pas le terme combattant, j'utiliserai plutôt le terme de ceux qui s'expriment d'une façon un peu plus virile. Donc ce sont nos compatriotes, ils ont des récriminations, à tort ou à raison, mais je pense qu'il est de notre devoir et de mon devoir en tant que ministre en charge de ce secteur de les rencontrer et de discuter avec eux. Et je vous dis que je les rencontre aussi souvent que possible. J'en ai rencontré aux États-Unis d'Amérique, j'en ai rencontré en France, j'en ai rencontré en Belgique, au Mozambique, partout où je pars. Je me donne d'abord le devoir de rencontrer tous les compatriotes, quelles que soient leurs obédiences politiques. Alors, Antoine Boyamba, quelle est votre première cible dès lors que vous êtes arrivé à ce poste assez important? Vous le savez, il y a eu beaucoup d'incidents qui sont survenus en dehors du pays. Dernièrement, le président de la République était à un hôtel à Washington. Il y a eu un combattant qui est venu crier et puis il y a eu quand même quelques autorités du pays qui ont été tabassées, etc. Est-ce que cela aussi fait partie de vos priorités? C'est la priorité de tout le monde. Et quand on rencontre même certains de nos compatriotes, Rex Kazadi était ici à Kinshasa. Dans un passé pas très lointain, il faisait partie de ceux qui étaient, entre guillemets, appelés les agresseurs. Mais il a compris qu'il arrive un temps dans la vie, il faut savoir se muer, savoir orienter le combat. Vous voyez le combat politique partout dans le monde. Je prends le cas des pays comme le Zimbabwe et l'Angola. Ils avaient des partis, des mouvements qui étaient des mouvements militaires pratiquement pour acquérir l'indépendance de leur pays. Et puis au fur et à mesure, ils sont devenus des partis politiques. Et le combat politique, vous savez, c'est un combat qui est permanent. Moi-même étudiant à Paris, nous faisions des manifestations contre Mobutu. Tout jeune. Mais avec le temps, on s'assagit. On se trouve quand même que même si on n'est pas d'accord avec l'autre, on doit se donner l'occasion de discuter. Il y a une manière de parler d'une façon civilisée. Et de plus en plus, je pense que nos compatriotes sont en train de le faire. Pour parler de ce qui s'était passé à Washington, c'était pas comme telle une agression contre le... Vous savez, si vous regardez les images, tout à l'heure, il y a quelque chose que je regardais sur le Cameroun. Il y a des gens qui manifestaient contre le président Biya.
Il y a des gens qui pensent contre le président Sassou Nguesso. Ce n'est pas une spécificité congolaise donc du Congo-Kinshasa. Il y a des gens qui pensent contre le président Bongo. Il y a eu des problèmes à Paris lors du sommet de décembre 2013. Donc, il y a des gens qui estiment qu'ils ont le devoir ou le droit de s'exprimer d'une façon violente. Moi, je leur dis, faites attention, parce que dans la vie, personne n'a l'apanage, n'a le monopole de la violence. Oui, tout ce que vous venez de citer, oui. Monsieur le vice-ministre, leurs revendications sont différentes. Aujourd'hui, une grande partie de la diaspora congolaise pense que le pays est sous occupation, monsieur le vice-ministre. Occupé par qui? C'est la question. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes ici à Kinshasa? Si on demande à nos frères qui sont à Kolwezi ou à Bumba ou à Isiro, si on leur pose la question, est-ce qu'ils sont dans un pays occupé? Si on va ici à Kasangulu ou à Boma, est-ce que nos compatriotes qui vivent ici, dans les limites de 2 345 409 km², ont-ils le sentiment d'être occupés? Occupés par qui? Occupés par qui? Quand on est à travers le pays, nous voyons que dans les communes, des différentes communes du territoire congolais, il y a des bourgmestres congolais. La police est répandue sur tout le territoire national. L'armée est là. Bon, il y a des petits points où il y a des forces négatives qui sont en train de commettre des meurtres, et nos forces de sécurité sont là pour les traquer. Il y a eu le F-23. Le pays avait été occupé, c'est vrai, à une époque, sur à peu près 60% du territoire national. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a mis suffisamment de moyens dans la formation, dans l'équipement de nos forces armées, et on est parvenu à les bouter dehors. Mais ceci dit, qu'il y ait des poches de résistance ici et là, ça, même dans des pays qui sont un peu mieux outillés que nous, ça existe. Mais de là à dire le pays est occupé par qui? Sous occupation de qui? J'aimerais bien que vous m'édifiez là-dessus. Monsieur le vice-ministre, on vous a vu très actif par rapport au dossier xénophobe en Afrique du Sud, mais vous avez suivi quand même avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé en Belgique suite au dialogue, le pro-dialogue, et ceux-là qui sont contre le dialogue. Justement, en tant que ministre des Congolais vivant à l'étranger, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle action que vous avez menée ou que vous comptez mener justement pour que la paix revienne finalement, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas? Madame Barbara Nzimbi, je suis très heureux que vous me posiez cette question. Ce qui s'est passé à Bruxelles le 28 août 2015, c'est un événement malheureux. Moi, j'aimerais que les Congolais se disputent pour dire je suis pour ou contre Kabila, je suis pour ou contre Tshisekedi, je suis pour ou contre Kengo, Minaku, Matata, ainsi de suite. Mais à Bruxelles, il y avait quelque part des relents d'un tribalisme de notre âge, d'un autre âge moyenâgeux. Il y a eu un combat entre des Baluba et les autres. C'est malheureux. Il y a des gens qui sont venus pour dire voilà, nous sommes des Baluba, nous allons défendre. Et d'autres qui disent nous allons casser la gueule, excusez-moi, aux Baluba. Ce sont des choses qui ne doivent pas exister dans ce pays. Tous ceux qui sont succédés à la tête de ce pays, que ce soit Joseph Kasavubu, Patrice Lumumba, Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila et actuellement Joseph Kabila Kabange, ont toujours prôné l'unité nationale, l'unité dans la diversité. Alors, je ne comprends pas que les gens puissent se battre, défendre d'abord tel parce qu'il est de ma tribu ou de ma province. Non. Moi, je suis contre ça. Mais ça, en tout cas, c'était des raisons non dites. Oui, mais on va y arriver. On va y arriver. Je lance un appel solennel à la responsabilité de tous les Congolais, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, qu'ils se battent pour des raisons d'opinion, mais pas pour des raisons tribales, qu'on sorte de ça. Et là, au-delà de tout ça, quand vous voyez la scène qui s'est passée, il y a un de nos compatriotes qui s'est retrouvé par terre, un certain Chimanga, je crois. On l'appelle Chips. Bon, Dieu merci, il est vivant. Mais en ce moment-là, on ne savait pas s'il était vivant. Puisqu'on a vu la police et les pompiers belges autour de lui. Et à quelques centimètres de là, il y avait des Congolais qui exultaient, qui disaient Tshisekedi de Bobisi Mutu, Bozui, Bokomona, Asuki, et même des femmes en train de crier. Moi je dis, c'est quoi quel combat? Est-ce que c'est normal? Et les mêmes scènes,
se sont répétés aussi à Njili, lors du fameux meeting de l'opposition, où on a vu des gens, quelqu'un par terre, désarmé, en train de se faire taper avec des barres de fer, ainsi de suite. Par ses propres frères. Alors, je me dis, alors, avons-nous maintenant l'ambition de calquer ce qui s'est passé dans un pays voisin il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années? Voulons-vous le mettre ici au Congo? Attendez, soyons quand même responsables. Je lance un appel solennel à tous les Congolais, quelle que soit leur fonction, quel que soit leur grade, de dépasser cela. Craignez-vous que ce soit un début de génocide? Je ne crains pas que ce soit un début de génocide, parce que j'ai l'espoir que les Congolais retrouveront l'unité dans la diversité. Et j'ai bon espoir que les Congolais vont dépasser ce cadre de violence où un homme qui est à terre, désarmé, on est en train de s'acharner sur lui avec des barres de fer, des chaises, ainsi de suite. Donc nous devons dépasser cela. Alors, concernant ce qui s'est passé à Bruxelles, le gouvernement est entré en contact, est en train de travailler. Je vous le dis, le Premier ministre Matata Ponyo a donné des instructions claires. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en contact avec les différentes parties pour les appeler à un peu plus de responsabilité. Que nous ne sommes pas d'accord sur la marche à suivre, sur le développement du pays, c'est tout à fait normal. Et d'autres partis radicales comme la Pareco de M. Ngwanda, pensez-vous que ce sera si facile de les convaincre? Parce qu'ils n'acceptent rien finalement, parce qu'ils pensent que le pays est sous occupation. C'est triste quand vous parlez de la Pareco. M. Ngwanda a été au pouvoir à Kinshasa, a été au pouvoir ici au pays. Il a été aux côtés, je pourrais dire au pluriel, d'un président qui ne cessait de prôner l'unité nationale. D'un président qui ne cessait de prôner la grandeur du pays. En tant que leader, il devait réunir donc, quand même lui qui a été tous ces diasporas. Qui a été conseiller spécial du chantre de l'unité nationale, Mobutu Sese Seko. Je ne comprends pas qu'il puisse tenir parfois des propos qui semblent amener les gens à s'entretuer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'aimerais bien avoir un jour une discussion avec cet aîné, Honoré Bananza. J'aimerais bien avoir une discussion. Mais M. Tshisekedi qui est pro-dialogue aussi, lui aussi en tant que la démocratie en RDC, il fallait quand même qu'il puisse aussi faire la même chose. La responsabilité reste partagée. M. Tshisekedi, à ce que je sache, n'a jamais appelé comme tel à la violence physique. Qu'il y ait des débordements de temps en temps. Il n'a jamais appelé, mais c'est arrivé. Mais oui, mais ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Mais là, concernant la Pareco, de temps en temps, on dit Salabango Lumbe Lumbe. L'expression vient d'eux. Ingeta, Salabango, Betabango. Je trouve ça. Écoutez, quand vous voulez attaquer quelqu'un, moi je dis vous venez pour m'attaquer et je me défendrai. La violence appelle la violence. Moi, je suis d'une tribu où on dit Ebede Bakataron Ebede. Alors, si j'applique cela, où est-ce que nous allons en arriver? Écoutez, personne n'a le monopole de la violence. Alors, c'est raison pour laquelle les lois divines même interdisent qu'il y ait de la violence. Donc, nous devons appliquer, puisque M. Nganda, il a une église, à ce qu'il me paraît. Et que dit la Bible? Tu ne tueras point. Alors, pourquoi tuer? Pour arriver au pouvoir? Je pense que un peu plus de sérénité dans le comportement des uns des autres ne serait pas de trop. Alors, monsieur le vice-ministre, au-delà de ça, on vient de le dire, vous êtes de la majorité présidentielle. Comment se porte votre autorité morale, Joseph Kabila, au regard de tout ce qui se passe? Pression occidentale, pression interne, démission par ici, à gauche et à droite, révocation. Comment se porte son moral, finalement? Vous savez, un de ses prédécesseurs avait dit il n'est pas facile d'être le Zaïre. Il n'est pas facile d'être le Congo. Et ce n'est pas facile d'être à la tête de cette mosaïque. Ce n'est pas facile. Souvenez-vous, le président Joseph Kabila, quand il arrive au pouvoir en 2001, dans des circonstances dramatiques, alors que dans la loi congolaise, la peine de mort existe. On a attrapé les assassins de son prédécesseur, qui est en même temps son père. Il n'a pas voulu appliquer la peine de mort.
c'est un homme de paix. Il n'a jamais appliqué la peine de mort. Au Congo, on n'applique pas la peine de mort. Il y a un moratoire qui existe, on n'applique pas. Et c'est un homme de paix qui avait accepté de partager une partie de son pouvoir afin que le pays puisse recouvrir sa totalité, son intégrité, sa souveraineté. Alors, tout ce qui se passe maintenant, des soubresauts à gauche et à droite, vous voulez qu'on arrive au problème de G7? Eh bien voilà, des citoyens congolais qui sont au pouvoir. Là, nous sortons d'un conseil des ministres. Au cours d'un conseil des ministres, tous les membres du gouvernement ont droit à la parole. C'est le lieu indiqué pour que chacun d'entre nous puisse s'exprimer. Et le Premier ministre Matata Ponyo, qui préside souvent ce conseil, donne la parole aux membres du gouvernement afin que chacun puisse dire ce qu'il pense de telle loi. Alors, que nous ne soyons pas d'accord sur certains aspects, sur la conduite du pays, mais puisqu'on est dans un gouvernement, c'est l'endroit indiqué pour Monsieur le vice-ministre, on va y arriver. Je voudrais que vous répondiez d'abord à ma question principale. Comment se porte le moral du chef de l'État? Vous étiez en train de répondre. Oui, mais je suis en train de répondre, en train de dire le président de la République est à la barre du pays. Il est là en tant que commandant suprême. Il est là en tant que chef de l'État, élu par les Congolais. Donc son mandat est en cours. Il ne se dédouane pas. Il tient fermement la barre pour amener le Congo vers l'émergence. Donc il se porte bien. Malgré tout ce qui se passe, c'est un être humain. On se réveille le matin, on a 37 degrés, le lendemain on a 38. Mais ceci dit, on reste un être humain. Donc je ne vois pas dans son attitude, dans son comportement, quelque chose qui dit qu'il est en train de faillir. Donc il est en train de mener le pays à bon port. Il nous donne des instructions claires sur la conduite des affaires publiques. Donc le chef de l'État... C'est le même Joseph Kabila. Donc, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est le président que les Congolais ont pas un tout petit peu déstabilisé. Déstabilisé par quoi? C'est un être humain. Dans la vie, il y a des soubresauts. C'est quand même les gros poissons qui ont quitté la majorité présidentielle. Et ceux qui sont restés sont-ils de menus frétins? Sont-ils de menus frétins ceux qui sont restés? Vous allez nous dire que le ministre Lambert Mende, c'est un menu frétin, le ministre Chibanda, le ministre Bahati, le ministre... comment ça s'appelle, Bongongo ou Bochab, sont-ils de menus frétins? Le MSR, c'était quand même le deuxième parti au Parlement, après le PPRD, le parti de la majorité parlementaire. Oui, mais est-ce qu'on vous a dit que tous les députés du MSR ont-ils quitté la majorité présidentielle? Est-ce que tous les députés membres du MSR ont fait une déclaration en disant qu'ils quittaient la majorité présidentielle? Il y a eu une scission au sein du MSR. Il y a des gens dans le MSR qui ne sont pas d'accord. Il n'y a pas eu un débat interne, donc... il y a des gens qui disent qu'on les a amenés devant un fait accompli et ils ne sont pas d'accord. C'est le cas au niveau du PDC, c'est au cas au niveau de l'ACO, je crois, et encore un autre parti, l'UNAFEC, parce que je vois mon collègue de l'agriculture, il a siégé avec nous ce matin au Conseil de ministres. Et celle du genre aussi. Et celle du genre, ma collègue Bijou Mouchitoukat avait fait une déclaration, une forte déclaration pour dire qu'elle est au sein de la majorité présidentielle. On va y arriver, monsieur le vice-ministre. D'abord, on reste dans le MSR, quand même, l'autorité morale de ce parti politique. Il était proche du président de la République, le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité. Quitter le président de la République, c'est aussi une façon pour lui de dire qu'il ne sera pas en mesure encore d'assurer la sécurité du chef de l'État. On voudrait savoir, selon vous, la motivation de cet acte posé. Est-ce que c'était une sorte de chantage? Parce qu'on doit se souvenir, depuis 2008, ce groupe-là avait écrit une lettre au président de la République pour former un courant politique. Le président de la République avait dit qu'il ne voulait pas de ce courant. Et après, ils ont fait une deuxième lettre. Celle-ci, c'était la troisième lettre. Pensez-vous que c'était une sorte de chantage où ils ont senti l'odeur du déclin du système Kabila? Je ne pense pas au déclin du système. Il n'y a pas de système Kabila. Ça n'existe pas de système Kabila. Kabila est un démocrate, il n'a pas mis en place un système. Il est là en suivant les textes légaux de la République démocratique du Congo et les applique. Quand on parle d'un système, donc c'est une mafia. Il n'y a pas de mafia Kabila. Ça, c'est déjà de un. De deux, je ne peux pas entrer dans la tête de mon aîné Pierre Lumbi
pour savoir les motivations réelles qui l'ont poussé à agir de telle sorte. En tant que politique, cela ne vous a pas étonné, un conseil spécial? Oui, ça m'étonne, mais je ne sais pas ce qui s'est passé réellement dans sa tête. C'est un monsieur qui a de l'expérience, qui a une longue carrière politique derrière lui. Bon, moi je n'ai pas compris. Mais il y avait déjà des signaux, monsieur le vice-ministre. Pierre Lumbi, déjà son parti commençait à donner une position. Le MSR a été contre la révision constitutionnelle. Au Sénat, il y a monsieur Moutinga qui est quand même un grand acteur politique du MSR qui donnait des positions qui allaient à l'encontre de la ligne directive de la majorité. Joseph Kabila, peut-être que c'est lui-même qui n'arrive pas à capter ou à détecter bien avant les intentions des personnes. Hein. Madame Barbara Nzimbi. Oui. Où est-ce que vous parlez de la révision constitutionnelle? Où est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu le chef de l'État parler d'une révision constitutionnelle? Est-ce que vous avez suivi le ministre Lambert Mende à l'issue, puisque c'est lui notre porte-parole? Est-ce que vous avez déjà entendu le ministre Lambert Mende à l'issue d'un conseil des ministres parler de révision constitutionnelle? Là, nous sommes dans des insinuations. Nous sommes dans des procès d'intention. Est-ce que vous avez entendu le chef de l'État parler d'une révision constitutionnelle? Est-ce que vous avez entendu le secrétaire général de la majorité présidentielle, président de l'Assemblée nationale, parler de la révision constitutionnelle? Est-ce que vous avez entendu le secrétaire général du PPRD, à l'époque, M. Bouchard, maintenant M. Henri Mova Sakani, parler de la... Mais nous sommes dans des insinuations. Les gens, le matin, ils se réveillent, ils voient le chef de l'État. Ah oui, le chef de l'État, au moment d'entrer dans la salle, il avait fait signe de croix. Ah, il veut modifier la Constitution. Ah non, il avait bu de l'eau, il veut modifier la Constitution. On est dans des insinuations, comme on en voit maintenant dans la culture congolaise, où le matin on se réveille, on regarde sa grand-mère, on dit Kazandoki. Ah oui, l'enfant de son frère, comme mon frère n'a pas voulu me donner ce que je voulais, c'est que son enfant est sorcier. Nous sommes dans des insinuations. Et puis ceci dit, Madame Barbara Nzimbi, vous êtes une grande observatrice de l'actualité de la politique congolaise. Nos frères qui ont quitté, qui sont sortis de la majorité présidentielle, ils parlent de on doit respecter la Constitution, ainsi de suite. Mais nous sommes aujourd'hui le 25 septembre. Parlons de cette Constitution. Où est-ce que c'est marqué dans la Constitution congolaise que le chef de l'État doit se prononcer aujourd'hui pour dire voilà ce qui va se passer en 2016. Les textes sont là. Le chef de l'État, sa dernière déclaration qui date je ne sais pas, d'il y a 1 ou 2 ans, qu'est-ce qu'il avait dit? Que la Constitution sera respectée. Mais pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, le chef de l'État, à plus de 14 mois des échéances, viennent comme ça devant la télévision? Mais le silence, c'est aussi une parole, monsieur le vice-ministre. Non, le silence n'est pas une parole. Okay. Le chef de l'État, c'est un homme... Le silence, c'est aussi une position. C'est donner aussi sa position. Oui, mais sa position, c'est que la Constitution est là. On dit bien, le Français le dit, qui ne dit mot consent. Non, alors, qui ne dit mot consent, c'est-à-dire, même le mensonge, quand les gens parlent de mensonge, vous voulez que le chef d'État fasse quoi? Que le chef de l'État laisse ses attributs, laisse sa charge publique pour venir répondre aux insinuations des gens. Il a mieux qu'à faire que ça. Le chef de l'État est là pour conduire la politique de la nation, pour appliquer ce pourquoi vous démontez que sa famille politique, la majorité présidentielle, était dans des manœuvres d'un schéma de révision constitutionnelle ou du glissement. Madame Barbara Nzimbi, je vous dis simplement, je vous pose simplement... Vous n'avez jamais eu cette intention? Non, attention, je vous dis simplement ceci. Est-ce qu'il y a-t-il eu, puisque nous devons aller sur les faits, est-ce qu'il y a-t-il eu une déclaration officielle du chef de l'État disant qu'il veut modifier la Constitution? Montrez-moi cette déclaration. Elle est où? Mais justement, on va revenir au non-dit de raison principale de G7. Ils ont aussi évoqué le déficit de communication qu'il y a au sein de votre famille politique, la majorité présidentielle. Il n'y a pas de fixation. Le président de la République, depuis qu'il a invité ses membres, les membres de sa famille, pour dire qu'il n'y a pas de dauphin. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de dauphin, ça veut dire quoi? Selon vous, essayez de nous traduire un peu, monsieur le vice-ministre. Le chef de l'État avait réuni les membres de la majorité présidentielle, si ma mémoire est bonne, bien avant que le gouvernement actuel ne soit formé. Bien évidemment, c'était bien cela. C'était une rencontre ouverte. Il y avait la presse qui était là présente. Nous étions en l'an 2014, si ma mémoire est bonne.
C'était à l'issue, je pense en 2013, c'était à l'issue de concertation nationale. Les gens étaient en train de supputer, de parler déjà de Dauphinat. N'oubliez pas, le 20 décembre 2011, n'est-ce pas leur droit? Non, attention. Le 20 décembre 2011, n'est-ce pas leur droit? Écoutez, est-ce que le pays doit-il être en campagne présidentielle permanente? C'est ce que les gens veulent. À peine le chef de l'État avait prêté serment devant la nation le 20 décembre 2011, que des hommes politiques étaient déjà en train de lui dire, dites-nous que vous n'allez pas être candidat en 2016. À peine il prêtait serment. Voilà. Donc les gens veulent que... Écoutez, il y a un temps pour une campagne présidentielle, il y a aussi un temps pour le travail. Là, actuellement, nous parlons, c'est le temps pour le travail. C'est le temps pour les réformes. Donc vous ne savez même pas ce qu'est le Dauphin. Non, mais vous allez quand même... Écoutez, nous sommes dans un pays démocratique. Laissons fonctionner les institutions. Le moment venu, il y a des délais légaux. Le moment venu, on dit que la campagne est lancée 3 mois, je pense, avant. Mais justement, on nous parle... Oui. Mais nous sommes à 14 mois. Vous êtes en train de craquer. Mais là, c'est officiel. Déjà dans votre famille politique. Madame Barbara, oui, mais ces gens-là sont tellement gourmands. Ils veulent aller à la soupe. Ils sont en train de craquer. Ils ont craqué. Ils veulent que le chef d'État parle. Le chef d'État ne parlera pas. Et ils ont craqué. Il parlera pas, mais il partira simplement. Le chef de l'État ne parlera pas pour l'instant. Et il partira simplement. Non, là c'est vous qui dites. Je dis le chef de l'État pour l'instant ne parlera pas. Mais il faudrait finir votre phrase, monsieur le vice-ministre. Je continue. Le chef de l'État pour l'instant est à la barre de ce navire appelé Congo qui est en train de naviguer à flot. Et non chavirer. Non, le bateau congolais n'est pas en train de chavirer. Pas du tout. Le bateau congolais n'est pas en train de chavirer. Il y a quand même des avancées sur le plan économique. Il y a quand même quelques avancées sur le plan social. Laissez le bateau congolais est en train d'aller, de voguer vers le développement. Pourquoi voulez-vous qu'il parle aujourd'hui alors que nous sommes en train de discuter sur le projet de budget 2016. Nous sommes en train de discuter sur comment renforcer les capacités de notre armée à défendre notre pays, à renforcer les capacités de notre police pour sécuriser la population, de notre diplomatie, ainsi de suite, de nos enfants qui doivent aller à l'école. Vous voulez que nous ne parlions plus de l'école? Monsieur le vice-ministre, en parler c'est bien aussi, mais on revient au sein de votre famille politique, on vous reproche aussi le déficit de communication. Finalement, aujourd'hui, il n'y a pas de dauphin et les G7 sont partis parce qu'ils n'ont jamais été fixés. Est-ce que le président de la République peut finalement... On ne fixe pas. Nous sommes... Écoutez, allez voir les paysans. Les paysans ne comptent pas. On reste dans la famille politique, dans votre famille. Les paysans ne disent jamais avant la récolte qu'ils auront 15 sacs de maïs. C'est à la fin de la récolte qu'on comptera le nombre de sacs de maïs qu'on a récoltés. Vous comprenez? Pour l'instant... Mais quelques membres de la majorité disent que c'est pas inscrit. Cette matière n'est pas inscrite dans la charte. Ils ont tort. Okay. Pour l'instant, le plus important, c'est quoi? Le développement du pays, la croissance, la lutte contre l'inflation, la lutte contre la criminalité, la protection des femmes, l'application du genre, l'école, et surtout. Pour l'instant, c'est ça. Quand nous allons arriver en 2016, à quelques mois des élections, c'est là où nous allons nous déterminer, en disant, voilà, voici la ligne, voilà. Est-ce que ce que nous avons demandé au peuple congolais entre 2011 et 2016, est-ce que nous avons accompli cela? C'est au peuple maintenant de juger. Vous voulez maintenant, parce que des gens ont des problèmes d'ego, que le chef de l'État arrête de faire la culture, arrête de faire la culture pour que le Congo puisse remonter, de faire la pêche pour que les Congolais puissent manger du poisson. Vous voulez que le chef d'État laisse tout ça pour dire voilà, mes chers compatriotes, je ne travaillerai plus, pour fixer les gens, il ne doit pas laisser, il n'a pas besoin de laisser tout ça. Vous savez, il n'a qu'à faire une annonce. Vous savez, les Congolais, il y a une longue, il y a une longue histoire de ce pays. Hein. Il y a une longue histoire de ce pays. Je me rappelle bien, le 24 avril 1990, le président Mobutu fait un discours à Ntsele en disant voilà, pour que le pays puisse avancer, je pense que nous devons mettre fin au parti unique. Je conseillerais à tous nos compatriotes à ce que nous ayons dans un premier temps 3 partis politiques pour essayer d'amener le pays vers le progrès. Dans la foulée, il y a eu 450 partis politiques. Et le combat a commencé. On n'arrivait plus à tenir qui que ce soit.
aujourd'hui le chef de l'État déclare que voilà ce qui va se passer en 2016, eh bien, il y aura 500 députés qui seront candidats président de la République, il y aura 110 sénateurs qui seront candidats président de la République, sans compter les journalistes, puisque les journalistes aussi ont pris goût à la politique, sans compter les journalistes qui seront libres, n'est-ce pas? Ils sont libres, c'est l'expression de la démocratie. C'est l'expression de la démocratie, mais qui doit se faire dans les normes, dans les temps requis. Pour cela, on ne doit pas être un pays qui doit être en campagne politique, en campagne présidentielle permanente. On va évoluer, monsieur le vice-ministre, au-delà de l'autorité morale de cette famille politique, la majorité présidentielle. Aujourd'hui, qui est le chef politique de cette famille politique? Est-ce que c'est le Premier ministre qui est issu de la majorité, qui est aujourd'hui aussi, d'une manière ou d'une autre, le chef de la majorité, ou c'est le secrétaire général de la majorité présidentielle? Le président de la République préside la nation. Autorité morale, la majorité. Il est président de la République. Et puis autorité. Autorité morale, ça sont des expressions. Mais il est le président de tous les Congolais. On rentre dans la majorité. Selon la Constitution. Et il agit comme tel, comme le président de tous les Congolais. Et personne ne peut remettre ça en cause. Ça c'est de un. De deux, le Premier ministre Matata Ponyo, il est chef du gouvernement, il conduit sous l'impulsion du président de la République l'action du gouvernement avec des résultats positifs. La croissance est là, l'inflation est jugulée, on a la lutte contre la criminalité. Aujourd'hui à Kinshasa, au moins, il y a encore quelques points de résistance, mais au moins à Kinshasa aujourd'hui, les gens, les citoyens se promènent un peu beaucoup plus librement qu'il y a quelques années. Le Premier ministre est en train de mener cette politique du gouvernement. Est-il aussi chef de la majorité? Le secrétaire général de la majorité, qui est en même temps président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui régente tout ce qui concerne la majorité. Chacun est dans son rôle, et je pense que les choses sont bien gardées. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes de la majorité. La responsabilité incombe au chef de la majorité. Donc, le secrétaire général de la majorité, Aubin Minakou, n'a pas bien géré. Il n'a pas bien géré parce qu'il y a plusieurs membres de la majorité justement qui se plaignent, il n'y a pas assez de réunions, etc. Les gens ne sont pas fixés et tout. On appelle des gens comme ça et puis voilà. Non, moi je pense. Aujourd'hui aussi, c'est l'une des conséquences. Est-ce que le mouvement on va vous poser une question claire, le mouvement de G7 est l'une des conséquences finalement de la mégestion qu'il y a au sein de la majorité présidentielle par son secrétaire général? Moi, je ne parlerai pas de mégestion. Je parlerai plutôt des ambitions démesurées des uns et des autres. L'impatience des uns et des autres qui ont craqué, qui veulent absolument en découdre en dehors du temps réglementaire. C'est comme si sur un ring de boxe, on vous dit que le combat va commencer à 21h30, vous rencontrez votre adversaire dans le vestiaire, vous commencez à le rouer de coups de poing. C'est quoi cette manière de faire? Alors, est-ce la responsabilité du secrétaire général Aubin Minakou si des gens n'arrivent pas à se contenir? Il faut se poser la question. Qui sont blablabla? Le citoyen qui n'arrive pas à respecter le feu ou le policier qui arrête celui qui n'a pas respecté le feu? Le président de l'Assemblée nationale, secrétaire de la majorité, est dans la situation du policier qui doit dire aux citoyens respecter le code de la route. Ceux-là ne veulent pas. Alors, ceux qui ne veulent pas, vous dédouanez ceux qui ne veulent pas respecter le code de la route et vous condamnez celui qui leur dit non, attention, il y a un code à respecter. Il y a un code à respecter. Et si le conducteur ne respecte pas le policier, ça veut dire que le policier n'a pas fait preuve justement d'ardeur, monsieur le vice-ministre. Le conducteur a l'obligation de respecter le policier. Le citoyen que je suis doit respecter le policier. Parce que le policier est là, en train d'appliquer la loi. Et moi, en tant que citoyen, je dois respecter la loi. Si je ne respecte pas la loi, le policier a le devoir, même je dirais même l'obligation. Mais justement, le secrétaire général de la majorité n'a pas réussi à gérer ce problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une sorte d'échec de sa mission en tant que secrétaire général de la majorité? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que la preuve, pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a plus de 300, l'Assemblée nationale compte 500 députés, il y a 350 députés qui ont fait une déclaration en disant qu'ils sont derrière le secrétaire général, c'est-à-dire derrière le gouvernement et derrière le président de la République. Donc, s'il y a une dizaine de personnes sur 350, sur 360, s'il y a une dizaine de personnes qui ont quitté la majorité présidentielle, ce n'est pas un échec. Au moins, nous allons nous compter, nous allons savoir qui sont vraiment. Et souvent aussi, la plupart des gens qui sont partis, ce n'étaient pas des alliés, c'était des ralliés, des gens qui étaient venus à la soupe.
des gens, ce sont des ralliés. Mais pas vous le des dites alliés. aujourd'hui parce qu'ils sont Mais partis. oui, mais nous avons cru, nous étions de bonne foi. Parce qu'ils sont partis, ils ne veulent plus de vous. Nous, en tant que majorité présidentielle, nous, en tant que kabylistes, nous étions de bonne foi. Avec l'esprit de rassemblement qui a toujours animé le président de la République, nous étions de bonne foi en disant, bon voilà, des concitoyens viennent vers nous, mais nous avons vu que ils avaient leurs agendas cachés. Ils ont fait preuve, au fur et à mesure que les échéances s'approchent, d'une patience incroyable. Vous vous rendez compte? Parmi eux, il y a des gens qui ont été ministres plusieurs fois. Et ils sont incapables de respecter les délais légaux. Ce sont eux qui ne respectent pas les délais légaux. Ce sont eux. Mais si votre famille n'arrive toujours pas à fixer, vous donnez l'impression justement de travailler pour le destin d'un homme. C'est le ministre en tout cas. Notre famille politique est en train de respecter scrupuleusement la Constitution. Ce qui fait que le gouvernement gouverne, le président de la République préside, l'Assemblée, les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, légifèrent. Les cours et tribunaux tranchent, la police sécurise la population, les forces armées sécurisent le territoire. Voilà, nous sommes dans ce schéma-là. Tout autre schéma est une voie de désordre. Mais monsieur le vice-ministre, moi, je ne suis pas pour la voie du désordre. Bon, pensez-vous qu'il n'y a pas eu une sorte de débat interne d'abord entre le secrétaire général de la majorité et ces gens-là pour qu'on publie d'une manière brusquée une lettre qui a déséquilibré presque la majorité. Oui. Le débat est constant et permanent au sein de la majorité présidentielle. Mais ce n'est pas ce que les membres de la majorité présidentielle disent en tout cas. Ils ne sont pas en train de dire la vérité. Parce que combien de fois il n'y a pas de réunion, ils savent où ils se retrouvent ici à Kitambo. Combien de fois pas de réunion de la majorité présidentielle? Combien de fois ne vont-ils pas à Kingakati autour du chef de l'État? Combien de fois? Alors, vous allez nous dire quoi? Il n'y a pas de débat? Pourquoi est-ce qu'ils se rendent autant de fois à Kingakati? Pourquoi ils se rendent autant de fois à ce qu'on appelle Prokoki? Ils se retrouvent. Mais il y en a qui veulent absolument imposer leur choix, leur calendrier. Aujourd'hui, la majorité... Au mépris du plus grand nombre. Aujourd'hui, le ministre de la Communication est considéré comme le ministre aussi porte-parole de la majorité parce que le secrétaire général de la majorité ne s'exprime pas de conférence de presse, etc. On attendait à ce qu'il puisse faire une grande conférence de presse pour expliquer, pour essayer de préciser, comme ses prédécesseurs, le feu Augustin Katoumba Mouanké, le regretté Koya Gallo, etc. Je suis dans le gouvernement, je ne suis pas porte-parole du secrétaire général de la majorité, mais je vais simplement vous dire... Vous êtes de la majorité. De la majorité, mais je vais simplement vous dire, dans les heures et les jours qui suivent, vous allez voir quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. On espère que c'est par rapport à notre question. Hein? Et monsieur le vice-ministre, on va parler à présent de ces membres du gouvernement qui ne veulent pas démissionner, qui sont membres justement de ces différents partis. D'après vous, qu'est-ce qui va arriver hein? Vos collègues qui ne veulent pas, qui ont annoncé, je vais parler du ministre de l'Environnement, qui reste avec le président de la République, la ministre du Genre, Famille et Enfants, et les autres. Qu'est-ce qui va arriver la suite? Ils sont au gouvernement. Concernant le gouvernement, ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Alors je ne vais pas me substituer au chef de l'État pour dire ce qui va se passer au niveau du gouvernement. Partagez-vous aussi le point de vue de l'opinion qui pense qu'ils ont trahi aussi leur chef des partis politiques parce qu'ils se sont retrouvés là grâce à des accords politiques, grâce à leurs partis politiques respectifs. Hein. Ils n'ont pas trahi. Est-ce que je peux parler un peu en parabole? Allez-y. Vous êtes dans une famille avec vos parents. Et votre père, il vole les mangues chez le voisin. Devez-vous absolument suivre votre père? Il a volé les mangues chez le voisin. Si vous dites que je ne mangerai pas ces mangues-là, vous avez trahi votre père. C'est le cas qui est arrivé, qui est en train de se passer pour mes collègues Bijoukat, Mouéo, de l'agriculture, Léota, de l'environnement. Les avertis pensent qu'eux aussi seront vomis bientôt. Non, ils ne seront pas vomis. Ils ne seront pas vomis. Pourquoi est-ce que vous êtes... Ils seront vomis par qui? Ils seront vomis par qui? Bientôt le remaniement, ça s'annonce déjà. Le remaniement relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. C'est lui qui décide en son âme et conscience qui doivent être membres du gouvernement. Pensez-vous que vous allez rester, Antoine Boyamba? Vous allez rester au gouvernement?
pour être au gouvernement, je n'avais pas demandé à être au gouvernement. C'est le chef d'État qui avait décidé que je sois dans le gouvernement. C'est le chef d'État qui décidera aussi si je dois y rester ou en sortir. Et puis ceci dit, on peut être dans le gouvernement, on peut être dans la diplomatie, on peut être dans la territoriale, on peut être dans la haute fonction, administrative, ainsi de suite. On est toujours au service de la nation. Donc, je ne veux pas et je ne peux pas me substituer à ce pouvoir discrétionnaire que la Constitution a dévolu au chef président de la République. C'est lui qui décide sur proposition du Premier ministre. Donc, c'est-à-dire, ce sont des pouvoirs qui relèvent du chef de l'État. Ce n'est pas à moi de décider. Allez, la CENI a publié un calendrier le 21. Je m'en tiens oui. à la déclaration faite il y a quelques jours par son Excellence Augustin Matata Pognon, Premier ministre et chef du gouvernement. Je pense que vous êtes avertis là-dessus. Voilà. Il se pose quelques problèmes budgétaires. Comme vous le savez, sur le plan, l'économie mondiale est en pleine récession. Il y a un ralentissement économique, c'est mondial, c'est même pas en RDC. Est-ce que vous savez, par exemple, la RDC, concernant ses recettes, le pétrole nous rapportait par mois 36 millions de dollars, et avec la chute des prix, actuellement le pétrole ne nous rapporte que 9 millions de dollars. Et il en est de même pour le cuivre et le cobalt. Il y a une chute énorme. Nos partenaires qui nous avaient poussé au mois de janvier, qui nous avaient même mis des flèches derrière le dos en disant vous devez publier le calendrier et on va vous appuyer. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils ceux qui étaient là en train de nous dire il faut absolument publier le calendrier global? Où sont-ils aujourd'hui? Ils ont disparu dans la nature. Le gouvernement est resté tout seul et allé chercher à gauche à droite. Et pourtant nous avons d'énormes priorités. Les routes, les hôpitaux, les écoles, ainsi de suite. Relancer l'agriculture, le fleuve Congo, ainsi que les différentes rivières, les baliser, afin que les produits vivriers puissent quitter la capitale, aller vers les produits manufacturés puissent quitter les villes pour aller vers la campagne, et les produits vivriers puissent quitter les campagnes pour venir vers la capitale, vers les villes. Et tout ça, nous avons prévu un budget. Nous attendions à ce que nos partenaires puissent mettre ce qu'ils avaient prévu. Et bien voilà, ils ont disparu en cours de route. Et ça nous met en difficulté pour organiser ces élections. C'est de l'irresponsabilité ou c'est ça être responsable, un gouvernement Mais nous sommes responsables tout à fait. Et raison pour laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, est venu dire voilà, là, aux dates prévues, ça ne sera pas possible, vu le contexte mondial et national. Mais nous tenons absolument à ce que l'année prochaine, nous puissions faire face à cela. Mais le contexte est le même. Vous savez, en 2011, raison pour laquelle on appelle les Congolais au dialogue. C'est la raison principale. Puisque le chef de l'État, en tant que visionnaire, avait déjà senti qu'il y aura un ralentissement des recettes de l'État. Mais les dépenses, pour autant, n'ont pas baissé. Parce que c'est comme un enfant, il pleure quand il a faim. Il s'en fout que son papa soit au chômage, au travail. Et nous sommes dans cette situation-là. Alors, raison pour laquelle le chef d'État a appelé au dialogue. Que tous les Congolais, nous puissions nous mettre autour d'une table. Que nous puissions dialoguer concernant ces processus électoraux. C'est ça le sens du dialogue. Afin que nous puissions nous mettre autour d'une table. Baliser le chemin afin d'avoir des élections responsables. qu'on ne soit pas... En 2011, la même communauté nationale nous a lâchés à quelques mois des élections. Donc, le gouvernement a dû racler le fond de tiroir. Le gouvernement a dû racler le fond de tiroir. Les élections 2011. Et cette même communauté internationale a commencé à nous critiquer. Donc, on ne veut pas revenir à ça. Donc aujourd'hui, justement, le problème principal du report de ces élections, ou ça ne vient pas de la CENI, parce qu'apparemment c'est le fichier qui est biaisé, on doit réaménager le fichier. Le problème vient du Parlement qui a voté la loi électorale en retard, parce que le Parlement a eu un retard d'une année, ou de la CENI qui a eu un problème de réaménagement du fichier, ou du décaissement des fonds au niveau du gouvernement. Parce que finalement... Le gouvernement avait tout fait à temps. Vous vous souviendrez que le Conseil des ministres avait adopté le 5 janvier de cette année, c'était un lundi, je me rappelle bien, le projet de loi électorale. Et le vice-premier ministre Évariste Bochab est allé déposer ça devant les deux chambres. Et vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme problème ici. On a parlé du fichier électoral.
en parlant de recensement. Qu'a fait l'opposition? Elle a balancé quelques citoyens dans la rue. Elle a crié. Voilà, toujours des procès d'intention. Ah oui, si on veut recenser, c'est parce que ça va mettre du temps, c'est pour que... mais cette loi électorale a été proposée avant, bien avant, par un député. Non, par un député. Si vous aviez bien voulu gagner du temps... Mais oui, mais on l'a fait. Le pire aurait été... La loi du député? Le pire aurait été que cette loi ne soit pas proposée. Elle l'a été. Mais elle a été édulcorée sous pression de l'opposition. Concernant les Congolais de l'étranger, qui est mon secteur, parlons un peu de mon secteur. Parce mais justement, vous avez cette mérite quand même d'avoir réussi, parce que c'est un grand défi. Voilà. C'est un défi, oui. Les Congolais de l'étranger. J'espère qu'ils le savent au moins, ceux-là de l'étranger. Oui, j'espère bien. On essaie en tout cas le mieux possible. Que grâce à vous, grâce à vos actions quand même, à l'action du gouvernement, ils pourront quand même voter. Je suis dans un gouvernement, donc c'est une victoire collégiale. À l'action du gouvernement, à l'actif du gouvernement de la République. Je suis qu'un membre du gouvernement de la République. D'une manière générale, particulièrement. Bon, voilà. Je suis dans ce gouvernement, donc c'est collégial, donc sous la direction de Matata Pogno. Donc, nous avons fait adopter dans la loi électorale le principe selon lequel les Congolais de l'étranger désormais seront électeurs et éligibles. Et quand nous avons parlé du fameux recensement des Congolais de l'étranger, c'était afin que nous puissions savoir combien sont-ils dans tel pays, dans telle partie du monde. Et suite à ça, on allait peut-être définir aussi les circonscriptions pour qu'ils aient leurs députés. Mais l'opposition a crié au loup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette partie-là de nos compatriotes ne pourront pas avoir de députés. Ce n'est pas la faute de la majorité. Le chef de l'État, en créant ce ministère, c'était pour appliquer les résolutions des conseils nationaux. Aujourd'hui, ce sera seulement la présidentielle. Oui, mais il y a encore quelques préalables que nous devons lever, la loi sur l'enrôlement, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, ceci dit, le principe est acquis. Voilà. Donc, c'est une victoire du gouvernement. C'est une victoire de la majorité présidentielle. Et ça, il faut le dire. Mais oui, on revient à décaissement des financements pour l'installation des nouveaux bureaux, pour l'achat des kits électoraux et tout. Le problème vient d'où? C'est le fichier qui est biaisé, le gouvernement qui a un problème de décaissement ou de financement, ou c'est le Parlement, monsieur le vice-premier ministre, hein, parmi ces trois institutions-là? On entre dans un débat qui trouve sa solution dans le dialogue prôné par le président de la République. Que toutes les forces politiques puissent se mettre autour d'une table et que nous puissions mettre les problèmes là, sur la table. On disait, voilà, qu'est-ce que nous devons faire pour que le pays ait des élections apaisées, pour que le pays s'ancre de plus en plus dans la démocratie. C'est ça la raison, c'est la raison principale qui amène le président de la République à appeler tous les concitoyens, tous nos concitoyens à discuter, à dialoguer. Sinon? Bon, sinon quoi? Sinon quoi? S'il n'y a pas de dialogue, sinon? Non, j'espère qu'on se finira par se mettre autour d'une table. Parce que rien n'est plus agréable que de discuter avec l'autre. Mais oui, est-ce que ça sera consensuel au regard des positions contraires données par vos autres amis de l'opposition, le MLC qui est contre le dialogue, l'UNC aussi. Nous souhaitons, mais j'entends les lignes en train de bouger. Parce que ce soit l'UNC, que ce soit le MLC... Il y a le dynamisme qui commence à rentrer. Voilà, j'entends les lignes en train de bouger. Ce sont des démocrates, ce sont des compatriotes. Le président Kamere a dirigé une très grande institution, l'Assemblée nationale, avec beaucoup de talent. Il a des gens de talent autour de lui, comme Maître Mayo. M. Tshisekedi a un parti qui a quand même joué un grand rôle pour la démocratisation du pays. Ils sont partants pour donc, ils sont partants pour ce dialogue. Le président Kemo, je pense qu'il a démontré toute sa vie durant que c'est un grand patriote. Donc, c'est-à-dire, nous avons le ferme espoir, nous avons cet espoir que les choses vont aller dans le bon sens et que nous finirons par nous mettre autour d'une table afin que ce dialogue ait lieu et que le Congolais puisse s'exprimer librement. Et que le Congolais puisse s'exprimer librement, ce sera votre dernier mot pour aujourd'hui, monsieur le vice-ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je rappelle que vous êtes vice-ministre des Congolais à l'étranger, Antoine Boyamba. C'était un plaisir de discuter avec vous. Mesdames, Messieurs, c'était aussi un grand plaisir de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Vous avez suivi le regard de ce soir qui a été rivé sur le vice-ministre des Congolais à l'étranger. Grâce à lui, quand même, les compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, ceux-là qui vont nous suivre, bien évidemment, pourront voter, si tout va bien, aux élections présidentielles. J'ai été très ravie de vous présenter cette émission que vous allez suivre en rediffusion demain, samedi, à partir de 10h, mais aussi sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve vendredi prochain. Ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.